Bon, ce n'est pas mon fort, mais c'est un challenge. C'est Jean-Paul qui me l'a fixé. Donc, du coup, je suis là pour vous présenter donc, ce projet de recherche en soins infirmiers qui me tient énormément à cœur, qui est un projet multicentrique sous 2 établissements hospitaliers, un établissement de la Seine-Saint-Denis, l'établissement public de santé de Villévrat, et le centre hospitalier des Murets qui se trouve dans le Val-de-Marne. Donc pour me supporter, du moins je l'espère, je suis venue avec Gabriel Barlagne et Ernestine Numbi qui sont dans la salle. Alors, comment je dois faire? Okay. Alors le plan que j'ai décidé de suivre, c'est celui-ci. Donc c'est vous présenter l'établissement public de santé de Villévrat, vous présenter le pôle 93G03 dont dépend l'unité de recherche, pour finir ces généralités-là par l'unité de recherche avec ses activités. Dans un deuxième temps, donc, je vais vous présenter le protocole de recherche que je ne vous ai pas cité d'ailleurs. C'est l'accueil des familles de patients hospitalisés en psychiatrie pour un épisode psychotique. Donc on a utilisé l'acronyme AFP, fait Accueil Famille Psychiatrie. Et donc ce projet-là, je vais vous le présenter depuis sa genèse jusqu'à aujourd'hui. Et puis pour ensuite vous donner quelques résultats préliminaires, nos perspectives pour cette recherche et puis la conclusion. Alors l'établissement public de santé de Villévrat est situé en Seine-Saint-Denis, dans la ville de Neuilly-sur-Marne. Il dessert 33 villes de ce département. Il est constitué de 18 pôles de psychiatrie, dont 15 de psychiatrie adulte, avec un institut de formation en soins infirmiers, un institut de formation de cadres de santé. Et il est doté depuis 2006 d'une maison d'accueil spécialisée et aussi d'un pôle Cristal qui est un pôle de coordination de recherche, d'information, d'éducation à la santé. Alors, je vais poursuivre par le pôle 93G03. Donc, il dessert 3 villes qui sont situées au nord-ouest du département. Il est constitué, comme tous les pôles, en fait, d'une unité d'hospitalisation et puis d'une unité alternative à l'hospitalisation. Et en même temps, il détient 3 structures qui sont non, comment est-ce qu'on pourrait dire, sectorisées. Alors, c'est le centre de psychothérapie et de traumatologie, l'équipe mobile psychiatrie précarité, Gabriel en fait partie, et l'unité de recherche clinique, qui est la seule structure qui se trouve sur le site même de l'hôpital à Neuilly-sur-Marne. Les autres, avec la sectorisation, donc, sont situés à proximité de l'habitation des patients. Alors, l'unité de recherche, c'est un service où je travaille maintenant depuis 8 ans, qui a une vocation de recherche clinique, qui accueille des patients qui souffrent de pathologies psychiatriques résistantes, et qui aussi accueille des patients qui proviennent du pôle, mais qui proviennent aussi d'autres pôles de psychiatrie de l'hôpital Villévrat, mais aussi d'autres hôpitaux, parce qu'on travaille en coordination avec d'autres hôpitaux pour la recherche. Il accueille aussi des volontaires sains pour ces protocoles, et aussi pour leur formation, des internes en psychiatrie, des stagiaires psychologues, des étudiants en soins infirmiers, et depuis quelques années maintenant, des collégiens pour leur stage d'observation. Donc l'unité collabore avec des hôpitaux, avec des établissements, mais avec l'association aussi française de psychiatrie biologique. Et nous tous, on participe à des activités de recherche. Alors voilà, la spécificité de l'unité de recherche, c'est la stimulation cérébrale non invasive avec la stimulation magnétique transcrânienne, que je vous ai mis une photo. Les potentiels évoqués moteurs, je vous ai mis aussi une photo. Et puis il y a une part de remédiation cognitive aussi. C'est la partie aussi clinique de mon travail, puisque je pratique aussi cette thérapie. Et je travaille aussi sur la stimulation magnétique transcrânienne aussi. Alors l'histoire de la recherche à Villévrat, c'est une histoire qui est liée aussi à l'unité de recherche. Depuis 17 ans, on arrive sur la 18e année de la création de ce service par le docteur Januel. Et donc, de par ses activités de recherche et de collaboration avec des professionnels de la recherche, elle commence à avoir maintenant un rôle de centre de ressources, comme disait Jean-Paul, sur l'hôpital. Donc on commence à parler recherche. Et l'unité de recherche a mis en place une formation d'initiation à la recherche pour tous les professionnels de l'établissement qui sont intéressés.
Et elle fait énormément d'interventions, elle participe à des groupes de travail aussi, et puis il y a une part de publication aussi qui est importante. Alors l'émergence de la recherche en soins infirmiers, donc ça va rejoindre un petit peu tout ce qui a été dit ce matin. C'est pas encore vraiment ça, hein, mais ça arrive tout doucement avec nous là, cette équipe d'infirmières nous avons osé quand même monter un protocole de recherche qui est le premier protocole de recherche en soins infirmiers de l'établissement, et donc on en est fiers bien sûr. Et c'est le premier protocole de recherche aussi pour le centre hospitalier des Murets, avec cette sensibilisation à la recherche en soins infirmiers qui s'est créée déjà au niveau des unités d'hospitalisation impliquées dans ce protocole. Et puis je trouve aussi au fil du temps, à coordonner ce projet, que les infirmières qui y participent ont aussi gagné en compétences et ont acquis des compétences de recherche. Pour moi, ce sont des chercheuses. Alors voici la présentation de l'équipe pluridisciplinaire de l'unité de recherche, avec des médecins, des neuropsychologues, des ingénieurs, et puis une infirmière, donc moi. Et voici la photo, je trouve que ça fait joli, c'était juste pour vous. Alors là, je vais vous parler de la jeunesse donc, de ce protocole, hein, qui a démarré réellement en 2013, avec une réflexion qui s'est faite au sein de l'unité de recherche, parce que je voulais avoir l'opportunité aussi de travailler sur une recherche en soins infirmiers, et même si mon travail au quotidien, c'est quand même de participer aux différents protocoles de l'unité de recherche. Donc ça a été énormément de réflexion, avec une coordination avec la direction des soins. À cette période, nous avions pu rencontrer Jean-Paul. Et pour pouvoir y arriver, donc, il y avait énormément de questions. Qu'est-ce qu'on allait faire? Sur quel sujet on allait travailler? Comment est-ce que nous allions le faire? Est-ce que nous allons le faire uniquement sur l'hôpital Villévra ou est-ce que nous allions faire appel à un autre établissement? Et donc, il s'est avéré que le centre hospitalier des Murets a accepté de participer à ce projet avec nous. Et donc, du coup, nous avons créé un comité de pilotage qui était composé donc, des deux directions des soins, deux chefs de pôle, l'unité de recherche, bien sûr, et l'université Paris 8, parce que c'est une grosse partie de ce protocole est portée aussi par l'université Paris 8. Nous avons donc, c'est pas moi bien sûr, mais c'est les directions des soins qui ont fait un appel d'offres pour je ne sais pas comment vous dire ça, mais bon, pour que les infirmiers puissent participer à ce projet. Donc, en tout, 11 infirmières ont répondu à ce projet. On n'avait pas d'infirmiers, hein. C'était que des infirmières qui ont répondu, 5 sur l'hôpital, le CH Les Murets, et 6 sur l'hôpital Villévra. Ces infirmières ont été donc choisies de participer à ce protocole, de s'engager dans ce processus de recherche, et ont donc été formées à cette formation d'initiation à la recherche. Mais nous ne leur avons pas fait une formation prise de tête, comme on pourrait dire, mais c'était quand même très simple, mais c'était super important qu'elles maîtrisent la méthodologie de la recherche, avec une part de législation, une part de statistique, et puis une autre part de recherche bibliographique. Et ça, c'était pas la partie la plus facile. Et donc, du coup, nous avons donc décidé de rédiger ce protocole et donc de faire tout ce qui est administratif pour ce protocole-là, hein, savoir les autorisations de direction, tout ce qui est désignation d'investigateurs en cours de méthodologistes, hein, et puis l'enregistrement de ce protocole. Et pour la partie d'écriture, donc nous nous sommes rencontrés assez régulièrement, très fréquemment même, où nous avons fait des représentations bibliographiques d'articles en français comme en anglais, parce qu'il fallait trouver quand même la littérature, il fallait quand même travailler, hein, parce qu'on n'a pas de temps de recherche, il faut travailler aussi chez soi. Et puis rédiger aussi tout ce qui était formulaire pour ce protocole, donc des formulaires d'information, les formulaires de consentement, et aussi choisir les outils, le choix des outils aussi pour travailler, et nous avons aussi rédigé les guides d'entretien pour ce protocole-là. Alors après, il y a eu la phase de test de ces outils, parce qu'il fallait qu'on sache quand même combien de temps nous allions faire ces passations-là auprès des participants, et nous les avons testés sur nous en jouant les patients et les infirmières aussi. Alors, du coup, nous avons soumis en
octobre 2014 avec ce protocole donc, qui ne bénéficiait pas encore de la loi Jardé et qui a donc eu l'autorisation de l'Agence nationale de sécurité des médicaments, l'avis favorable du comité de protection des personnes et donc nous avons pu nous dire ouf, ça y est, on a réussi, mais bon, ça n'avait pas commencé encore. Et il a fallu encore continuer à travailler, donc mettre en place ce protocole, présenter le projet dans les deux établissements. Donc il y avait une part liée aux infirmières pour pouvoir présenter le projet au sein de leur unité d'hospitalisation et aussi au niveau des instances de l'hôpital, en CME, en collège médical, etc., ou en réunion de cadre supérieur. Et après, donc, nous avons fait notre première inclusion en juin 2015 et nous étions très contentes, mais il s'est avéré qu'il y avait quand même des collègues qui n'arrivaient pas à inclure parce que l'un des critères d'inclusion, que je vous expliquerai après, ne correspondait pas à la population qu'elles recevaient dans leur service. Et donc, du coup, il a fallu rédiger à nouveau un amendement, modifier tous les documents du protocole pour nous dire que, vraiment, on avait peut-être notre chance quand même, puisque les corrections demandées sur ce protocole ont été acceptées par le comité de protection des personnes en septembre donc, 2015. Et nous avons réellement démarré en octobre 2015 ce protocole. Nous avons subi aussi des changements au niveau des équipes infirmières. Donc, 3 pôles nous ont lâchés pendant le circuit. Un pôle sur le CHU Muret et 2 sur le PS Félévra, pour des raisons diverses et variées, mais ce n'était pas possible pour les infirmières impliquées dans le projet de pouvoir appliquer ce protocole au sein de leur service. Donc voilà. Alors je vais vous parler réellement de ce protocole, donc cet accueil des familles de patients hospitalisés en psychiatrie adulte pour un épisode psychotique. Je vous ai remis pour vous rappeler, pour me rappeler que je ne vous avais pas donné le titre en fait. Alors le constat de l'accueil des familles, c'était quelque chose de très important pour nous parce que nous avons constaté que lorsque nous travaillons, le plus souvent nous faisons appel aux familles lorsque nous avons besoin d'informations sur le patient ou lorsque le patient est hospitalisé et qu'il faut envisager la sortie du patient ou encore faire le plan de soins du patient. Et nous nous sommes demandé pourquoi est-ce que nous ne ferons pas un protocole où il serait question vraiment de prendre en charge les familles. Mais sous quelle thématique, nous ne le savions pas. Donc du coup, la littérature nous a aidés dans ce sens-là, pour nous faire comprendre, enfin réaliser finalement que la famille a été de plus en plus impliquée dans la prise en charge du patient, de par la législation, puisque maintenant, avec la sectorisation, les familles sont quand même à même de pouvoir prendre en charge le patient lorsqu'il sort d'hospitalisation. Et puis il y a aussi tous les développements de thérapie qui ont été faits pour les familles, mais qui sont toutes, quasiment du moins, sur celles que nous avons vues, centrées sur la maladie du patient ou encore sur le patient lui-même. Donc c'était ça, c'était donc de nous dire que voilà, la famille, elle était un partenaire quand même pour nous, elle était quand même là pour un soutien pour le patient, et qu'en même temps, lorsqu'elle arrivait en unité d'hospitalisation, c'était souvent elle qui était à l'initiative de cette demande. Alors pour diverses raisons aussi, parce que ça devient difficile à la maison et qu'il faut faire cette démarche-là. Mais cela n'empêche que lorsqu'il y a un premier épisode psychotique, c'est quand même un traumatisme pour la famille, et ce traumatisme-là, elle se décline en détresse, en souffrance familiale, avec toute une perturbation sur la dynamique familiale ou encore le fonctionnement familial, parce que cela n'atteint pas une seule personne, mais toute la famille. Et cette souffrance, elle est souvent définie dans la littérature comme étant un fardeau dans le sens large du terme, qui inclut donc l'impact de la maladie sur la qualité de vie de la famille. Lorsque on arrive sur la phase d'hospitalisation, il y a donc ce partage d'informations qui est nécessaire quand même, de manière à pouvoir lier connaissance avec la famille, arriver à créer ce lien-là. Mais il n'y a pas souvent une reconnaissance de la souffrance de ces familles-là. Est-ce qu'elles souffrent finalement? Ou est-ce que c'est nous qui ne voyons pas qu'elles souffrent? Ou est-ce que nous ne voulons pas voir ces souffrances? C'était là nos questions, notre problématique. Et finalement, nous sommes restés basés sur Barlet, qui lui disait qu'il fallait prendre en charge les familles dès les premières heures d'hospitalisation. Alors pour cela, nous avons décidé donc d'évaluer cette souffrance de la famille, d'évaluer aussi le fardeau de la maladie, la qualité de vie, la charge émotionnelle et l'impact de cette hospitalisation
sur la famille et de pouvoir comparer donc tous ces objectifs entre des familles qui vivent à une première hospitalisation et celles qui en avaient déjà vécu. Alors pour cela, nous avons donc décidé d'inclure des membres de la famille, du proche ou de l'entourage d'un patient qui serait majeur. Le patient devrait être majeur aussi, hospitalisé pour la première fois en psychiatrie, ou qui aurait déjà vécu plusieurs hospitalisations, ou qui aurait un suivi inférieur à 5 ans. Parce que nous ne voulions pas inclure des familles qui avaient déjà un lourd, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, passé d'aidants, en quelque sorte, ou encore lorsque la pathologie est déjà diagnostiquée. Nous voulons rester vraiment sur le premier épisode psychotique. Donc le patient, il devrait être hospitalisé pour un épisode psychotique et la personne, le membre de la famille ou l'entourage devrait être en contact régulier avec le patient au moins 4 heures par semaine, parler le français et signer un consentement. Nous avons décidé en critère de non-inclusion de ne pas inclure les familles qui avaient un autre membre atteint d'une pathologie psychiatrique pour ne pas... Jean-Paul a compris. Voilà. Alors donc, nous avons donc décidé de choisir des outils d'évaluation. Alors nous avons choisi 2 types d'outils d'évaluation, des outils d'évaluation quantitative, ces échelles, et des outils d'évaluation qualitative, donc les guides d'entretien. Je vous présente d'abord donc les échelles. Nous en avons choisi 3 échelles validées en français. Donc la première, c'est la CESD qui va nous permettre d'évaluer la symptomatologie dépressive. Donc chaque fois, je vous ai mis un item de ces échelles. La deuxième échelle, c'est l'échelle de Zarit, qui est souvent appelée dans la littérature l'inventaire du fardeau, et donc qui va nous aider donc à évaluer le fardeau de la maladie dans le sens le plus large du terme. Donc c'est l'impact sur la personne, sur sa qualité de vie. Et la troisième échelle, c'est la SF36, qui est une échelle de qualité de vie, qui là va nous permettre d'évaluer donc cette qualité de vie. Alors, les guides d'entretien que nous avons rédigés, donc il nous a fallu du temps pour savoir où est-ce qu'on voulait aller, comment est-ce qu'on a corrélé ce guide d'entretien par rapport aux outils d'évaluation quantitative que nous avions eus. Donc nous nous sommes dit que pourquoi pas garder les mêmes thématiques, est-ce bien ou pas. Donc c'était notre choix, donc nous avons décidé que c'était bien. Donc nous sommes restés sur un ressenti subjectif du proche face à l'hospitalisation, hein. Sa qualité de vie, la vie sociale, l'humeur du proche et son attente de la prise en charge. Et donc là, pareil, je vous ai mis aussi 2 types de questions. Alors, en ce qui concerne les critères de jugement, donc c'était les scores sur les 3 moments de ce protocole que je vous explique juste sur la diapo d'après. Donc, voir un peu ces scores de l'échelle de symptomatologie dépressive sur ces 3 temps, mais aussi d'évaluer donc l'impact de l'hospitalisation grâce au guide d'entretien, le fardeau de la maladie grâce à l'échelle de Zarit, l'évaluation d'un impact sur la qualité de vie du proche grâce à l'échelle SF36. Et sur cette échelle, nous avons gardé 2 items qui sont spécifiques à l'émotion. Et donc, nous les utilisons pour évaluer la charge émotionnelle. Et on se baserait aussi sur les dires du participant, sur son émotion. Alors voilà comment se déroule le protocole pour chaque participant. Nous avons un temps où le médecin, en général, a un entretien avec la famille, hein, puisque c'est pendant cet entretien-là qu'il propose ce protocole-là, si toutefois le participant répond aux critères d'inclusion et si le patient est hospitalisé aussi pour un épisode psychotique avec un suivi de moins de 5 ans, comme je vous ai expliqué. Si le participant est d'accord, donc il reçoit la lettre d'information et il signe le consentement éclairé avec le médecin. Et ensuite, les 3 autres temps, ce sont les 3 temps infirmiers. Donc le premier temps, donc le premier contact vraiment avec la famille, c'est vraiment au moment de l'admission du patient, où là il y a l'entretien donc semi-directif qu'on enregistre, de manière à bien garder le discours du participant. Et après cet entretien,
Il y a la passation des échelles que la personne fait toute seule, mais en présence de l'infirmière. Si toutefois il y a besoin d'aide pour une compréhension d'items ou autre, puisque c'est quand même un peu compliqué, certaines questions pour les familles. Alors en termes de temps, l'entretien, lorsqu'il est enregistré, il dure 20 minutes, mais il faut bien comprendre qu'on ne reste pas sur un entretien où on pose des questions aux familles, on crée quand même le lien, donc il y a un moment d'échange avec la famille. Et souvent, nous avons des questions qui ne se rapportent pas du tout à notre entretien, mais on est quand même dans une relation de soins. Le deuxième temps, donc infirmier, c'est l'entretien au moment de la sortie du patient, où là on rencontre la famille et où on refait les mêmes actes, l'entretien, mais avec le deuxième guide d'entretien. Donc ce sont les mêmes items qui sont retenus sur les deux guides, mais avec des questions qui nous permettront, parce qu'on n'y est pas encore là, de pouvoir comparer. Et puis il y a la passation des échelles. Le troisième temps se passe 3 mois après la sortie pour voir un peu s'il y a un impact de ce qui s'est passé en entretien avec les infirmiers sur les participants. Et donc du coup, c'est un entretien qui peut se faire aussi au téléphone. Alors voilà, donc c'est pas toujours facile parce qu'il y a des visites, enfin des données qui nous manquent des fois, puisque lors de la sortie du patient, quelquefois on n'a plus de contact avec la famille, ou encore à 3 mois, on n'arrive plus à les joindre. Mais c'est toujours possible. Je me dépêche, mais je me dépêche. Alors, donc les résultats préliminaires que je vous avais donc dit. Au niveau des participants, donc, nous avons fait des données sur 100 participants, uniquement sur la première visite, donc sur la V1, au moment de l'admission du patient. Donc nous avons une moyenne d'âge de 49 ans, 53% de ces participants sont des parents, 61% sont des femmes, qui sont pour 55% des cas mariés, 70% vivent avec le patient et 65% ont une activité professionnelle. Nous avons voulu prendre des données sur le patient de manière à pouvoir faire des corrélations au niveau des statistiques. Et donc l'âge moyen des patients est de 30 ans, l'hospitalisation est à 85% sous contrainte, et ils vivent pour la première fois une hospitalisation à 67%. Alors nous avons donc fait des statistiques sur l'échelle de Zarit, l'échelle du fardeau. Et là, vous voyez qu'il y a une majorité d'aidants quand même qui vivent un fardeau léger ou encore absent à cette première visite infirmière. Nous avons été d'ailleurs très étonnés de trouver un fardeau modéré à sévère à très petite, statistiquement très petit. Ensuite, c'est l'échelle CESD, donc c'est cette échelle qui nous permet d'évaluer la symptomatologie dépressive. Donc, comme vous voyez, donc, il y a quand même, lorsqu'on fait les analyses hommes-femmes, nous avons quand même un taux beaucoup plus élevé chez les femmes. Alors, ce graphique-là que j'adore, donc c'est là où on avait essayé de faire la corrélation entre la CESD et le Zarit. Et donc, vous avez 2 intervalles de confiance, à l'intérieur duquel tous les points bleus sont les patients. C'est les participants, excusez-moi, les participants, donc les familles, pardon. Et donc là, on voit bien que le fardeau, donc l'échelle de Zarit, est totalement corrélée avec l'échelle de la symptomatologie dépressive. Ensuite, nous avons essayé de prendre des variables. Donc, nous nous sommes posé des questions. Est-ce que l'âge du patient impactait sur le fardeau des proches? Et là, nous avons constaté que c'était positivement corrélé au fardeau. Mais par contre, plus le patient est âgé, plus le fardeau des proches était important. En revanche, nous n'avons pas trouvé de différence significative que le patient soit hospitalisé sous contrainte ou qu'il soit en hospitalisation libre, ni de différence significative non plus selon que le patient soit hospitalisé pour la première fois ou qu'il ait déjà vécu plusieurs hospitalisations. La deuxième variable, c'était le proche. Nous nous sommes posé la question de savoir quel impact le proche pouvait avoir sur la symptomatologie dépressive, pouvait avoir sur le proche. Et donc, du coup, c'est l'âge qui était négativement corrélé. Mais par contre, lorsque le proche était jeune, donc souvent les enfants, la symptomatologie dépressive était beaucoup plus importante. Il n'y avait pas de différence significative entre les proches qui ont une activité professionnelle ou pas, ou encore les proches qui vivent seuls, ou encore qui vivent avec un conjoint. La troisième variable, c'est
La troisième variable, c'était la relation entre le patient et le proche. Et là, nous n'avons pas trouvé de différence significative selon le lien de parenté avec le patient, mais par contre, lorsque c'était des enfants de patients, le score était beaucoup plus élevé au niveau de l'échelle de Zarit. Nous n'avons pas trouvé de différence significative entre les proches qui vivent ou qui ne vivent pas avec le patient. Alors, à défaut de vous montrer des résultats en ce qui concerne les guides d'entretien, je vous ai mis des phrases qui expriment un peu le ressenti des familles. Donc, ce sont des phrases brutes, telles que les gens le disent. Donc, j'ai essayé d'occuper mon temps, de ne pas y penser, mais le soir, avant de me coucher, j'y pense beaucoup et je pleure, et puis je m'endors. Donc, vous voyez, c'est pas d'occupation. On y pense beaucoup, donc c'est quand même une souffrance. On aimerait bien qu'il reste avec nous, mais dans l'incapacité de pouvoir l'aider, et puis aussi la peur qu'il s'en prenne à quelqu'un d'autre, la peur aussi qu'il s'en prenne à lui-même. Donc là, il y a la notion de peur, ok, mais c'est aussi l'incapacité de la famille de pouvoir s'occuper de leurs proches, alors qu'ils le voudraient bien. La troisième phrase, c'était « j'arrêtais pas de faire des cauchemars, je ne me sentais pas apte à faire le travail, à être à la fois au travail et en même temps à la maison, penser à faire les choses correctement ». Donc c'est la perturbation même psychique du proche, avec cette incapacité d'assumer son travail professionnel. Alors pour reprendre, j'ai fait un récapitulatif des données. J'ai plus le temps. Bon, bref, c'est pas grave. Donc nos perspectives, je peux 3 minutes? Ah, c'est gentil. D'accord. Récapitulatif de données, donc là je vous remets tout, donc avec le fardeau, donc qui est absent ou léger chez la majorité des aidants, avec un score beaucoup plus élevé chez les aidants de patients. L'âge des patients est corrélé au fardeau des proches. La symptomatologie dépressive est présente chez la moitié des proches, mais elle est beaucoup plus importante chez les femmes et aussi chez les proches les plus jeunes. Il y a une corrélation significative entre le fardeau et la symptomatologie dépressive. Et là, en dessous, je vous ai mis des observations qualitatives. Je l'ai appelé comme ça parce que c'était le constat des infirmières qui travaillent sur ce projet, de se rendre compte qu'il y avait un changement au niveau du comportement des familles qui étaient inclus dans ce projet au fur et à mesure de l'hospitalisation de leurs enfants, ou de leurs parents plutôt, et que c'était des moments d'échange, de partage, avec cette attention et cette sollicitude portée par les infirmières en s'intéressant à leur vécu. Là, c'était Jean-Paul. Et donc, du coup, je vais vous parler des perspectives. Donc, nos perspectives, c'est donc de maintenir ce projet, c'est important, de maintenir ce projet, de continuer, bien sûr, les inclusions, et puis de faire toutes les rentrées de données qui nous restent à faire, et de pouvoir, je l'espère, vous les présenter dans un futur proche. Et puis, pourquoi pas, instaurer sur un point de vue institutionnel un entretien qui serait systématique lors de l'admission d'un patient. Au niveau de la conclusion, donc le but de la recherche en soins infirmiers, pour nous en tout cas, c'était de rapprocher le terrain à la recherche. Et donc voilà, je pense qu'avec ce protocole-là, on a essayé de le faire au sein des deux établissements. L'implication des équipes pluridisciplinaires lorsqu'il s'agit de mener ce type de recherche, du moins, est très dynamique pour l'équipe. Nous avons toujours le soutien de l'unité de recherche. Et en ce qui me concerne, donc, ça a été très enrichissant ce travail de coordination et de monitoring à la fois, avec tous ces items de temporalité, de persévérance, de ténacité, de patience, et puis surtout de curiosité de voir un peu ce que ça donnerait après. Et puis j'espère que c'est que le début AFP et qu'après, on aura d'autres projets sur le site. La dernière, voilà, c'est l'équipe en question qui converge autour de ce protocole.